Le 7 septembre 2025, un volcan endormi du Burkina Faso révèle soudain le plus vaste gisement de diamants jamais cartographié. En quelques heures, deux chiffres s'entrechoquent dans toutes les capitales. 45% des réserves mondiales connues et 92 milliards de dollars de valeur potentielle. Comment cette découverte peut-elle vraiment transformer un pays fragile sans que Ibrahim Traoré ne voie sa souveraineté rognée par les convoitises extérieures ? Et si ce cratère silencieux devenait le test brutal de la capacité du Burkina Faso à décider seul de son avenir ? La découverte de Somgandé n'est pas seulement un événement géologique, c'est une ligne de fracture qui redéfinit d'un seul coup les risques, les promesses et les tensions autour du Burkina Faso. Au cœur de l'enjeu se trouve une question simple, bâtir une souveraineté durable face à une richesse explosive. Mais les implications sont multiples et souvent contradictoires. Pour le pays, l'opportunité paraît immense. Tripler le PIB minier, transformer Ouagadougou en carrefour régional, renforcer la capacité nationale à orienter son propre développement. Pourtant, ce potentiel s'accompagne d'un péril immédiat, attirer les puissances extérieures, accélérer la dépendance économique et créer un espace fertile aux ingérences politiques. Ce contraste brutal nourrit un suspense que personne ne peut ignorer. Une richesse aussi concentrée peut-elle réellement devenir un moteur de stabilité dans un contexte déjà fragile ? Une micro-faille dans la gouvernance suffirait à faire basculer l'ensemble du pays, et c'est précisément ce qui rend les prochains choix décisifs pour l'avenir du Burkina Faso. La première révélation, confirmée par les équipes géologiques le 7 septembre 2025, est tombée avec une précision presque brutale. 12 millions de carats exploitables, ancrés sous le Somgandé, représentant près de 45% des réserves mondiales connues. La seconde, encore plus déstabilisante, a été validée quelques heures plus tard par les images satellitaires. Une densité minérale hors norme, évaluée à plus de 92 milliards de dollars de valeur brute. À partir de ces chiffres, la chronologie s'est accélérée. À Ouagadougou, les hélicoptères militaires ont survolé la zone avant même que la presse internationale ne diffuse la nouvelle. Les forces au sol ont établi un périmètre de sécurité élargi, verrouillant toute tentative d'accès non autorisé. Cet enchaînement, rapide, méthodique, presque mécanique, a immédiatement placé la découverte dans une logique de souveraineté plutôt que de simple exploitation minière. La tension s'est renforcée quand les grandes puissances ont basculé dans la course à l'information. Pékin a demandé une analyse indépendante, Washington a sollicité une évaluation stratégique et Paris a cherché à comprendre les implications économiques régionales. En moins d'une journée, Somgandé est passé du statut de curiosité volcanique à celui de point focal d'un rééquilibrage géopolitique potentiel. Au milieu de ces secousses diplomatiques, Ibrahim Traoré a fait émerger une ligne directrice claire. La richesse découverte ne devait pas transformer le Burkina Faso en simple fournisseur pour les puissances extérieures. Cette position, posée dès les premières heures, a redéfini le cadre du débat. Le diamant ne serait analysé qu'à travers le prisme de la souveraineté, de la maîtrise du rythme d'exploitation et du contrôle des flux économiques. Mais derrière cette volonté politique, une réalité plus large s'est dessinée. La découverte n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une trajectoire plus vaste où les ressources naturelles du Sahel deviennent le terrain d'affrontement silencieux entre intérêts économiques, sécuritaires et stratégiques. Somgandé n'a fait que révéler, de manière spectaculaire, les lignes de force qui couvaient déjà. Au lendemain de la confirmation satellitaire, un premier cercle d'experts nationaux s'est imposé comme fil conducteur pour comprendre les implications immédiates de Somgandé. Ces spécialistes, géologues, ingénieurs miniers et analystes en gouvernance ont été chargés de traduire l'ampleur brute de la découverte en signaux concrets pour l'État, l'économie et la population. Leur rôle est devenu central, car ils étaient les seuls capables de déplacer la discussion du terrain de l'émotion vers celui des décisions structurantes. Le premier cas marquant est venu d'une équipe locale ayant exploré la périphérie nord du volcan. Elle a constaté que la pression médiatique internationale avait déjà provoqué un afflux d'acteurs non autorisés, prospecteurs isolés, sociétés étrangères en quête d'informations et intermédiaires cherchant à capter des contrats préliminaires. Cette situation a forcé les autorités
à étendre immédiatement la zone militaire de contrôle pour éviter une dégradation sécuritaire rapide. Ce simple épisode a illustré à quel point la richesse nouvellement confirmée pouvait déclencher des dynamiques incontrôlables. Un second cas, plus subtil mais tout aussi révélateur, est venu des premières réunions internes autour de l'impact socio-économique. Les analystes ont souligné que des quartiers entiers de Ouagadougou commençaient déjà à anticiper une transformation économique future, hausse des loyers, spéculation foncière, rumeurs sur des projets d'infrastructure. Ces signaux faibles ont montré que le gisement ne modifiait pas seulement les équilibres internationaux, il remodelait aussi, silencieusement, les attentes et les tensions locales. À travers ces deux exemples, le message central est apparu net. Les effets du diamant ne se matérialisent pas à l'extraction, mais dès l'annonce, et cette phase précoce, souvent sous-estimée, peut devenir le véritable terrain où se joue la stabilité nationale. Tout commence au lever du jour, lorsque les capteurs géologiques enregistrent une anomalie trop régulière pour être ignorée. Les premières données tombent sèches, précises, presque irréelles. L'équipe sur place valide l'hypothèse d'une structure minérale profonde, puis déclenche l'alerte nationale. À Ouagadougou, la nouvelle traverse les couloirs administratifs avant de toucher le cercle sécuritaire. Les hélicoptères décollent immédiatement pour verrouiller Somgandé. L'effet de choc est instantané. La presse internationale capte les premiers signaux. Les agences économiques croisent déjà les chiffres avec les réserves mondiales. La possibilité d'un gisement massif fait exploser l'intérêt des investisseurs. Les premières demandes diplomatiques arrivent alors que la zone n'est même pas stabilisée. Dans cette confusion contrôlée, Ibrahim Traoré convoque un conseil d'urgence. Il exige une ligne claire. Protéger d'abord, analyser ensuite. Cette décision tranche avec la précipitation extérieure. Elle impose un rythme local au milieu d'une pression globale. La bascule stratégique commence ici. Pendant que les équipes militaires étendent le périmètre, les géologues finalisent leurs estimations. Le chiffre brut, 12 millions de carats, s'impose comme une onde de choc mondiale. Les satellites confirment la densité. Les experts réalisent l'ampleur du basculement économique potentiel. La découverte devient instantanément un enjeu planétaire. Les grandes puissances s'organisent. Pékin propose un échange technique. Washington demande un premier rapport. Paris initie des consultations internes. La concurrence diplomatique s'installe sans attendre la réaction burkinabé. Sur le terrain, la tension monte. Des groupes non autorisés tentent d'approcher Somgandé. Les forces locales interdisent tout accès. Les drones militaires surveillent chaque mouvement. L'objectif est simple, éviter l'infiltration et conserver l'avantage stratégique. Dans les rues de Ouagadougou, les rumeurs courent plus vite que les communiqués officiels. Les habitants cherchent à comprendre ce que ces diamants représentent pour leur avenir. Certains y voient une chance historique, d'autres craignent déjà une répétition de la malédiction des ressources. L'atmosphère oscille entre espoir et nervosité. Lorsque les premières analyses économiques circulent, un nouveau paysage se dessine. Les projections montrent la possibilité de tripler le PIB minier. Les ministères calculent les effets sur les recettes nationales. Les observateurs internationaux anticipent une redistribution des rapports de force régionaux. L'Afrique de l'Ouest entre dans le champ des spéculations globales. En coulisses, les tractations débutent. Les multinationales testent les limites du cadre burkinabé. Les diplomates sont dans les marges de coopération. Les analystes sécuritaires évaluent les risques d'ingérence. Chaque acteur tente de capter un avantage. Pendant ce temps, les signaux faibles s'accumulent. La spéculation immobilière démarre. Le marché du travail se recompose autour des futurs besoins miniers. Les communautés proches de Somgandé s'interrogent sur leur place dans cette nouvelle économie. Les premières crispations sociales émergent. L'événement initial n'est plus seulement une découverte. Il devient un séisme politique, économique et diplomatique. La trajectoire du Burkina Faso vient de s'ouvrir, mais dans une direction encore imprévisible. La question n'est plus de savoir si le diamant changera le pays, mais comment et à quel prix. Par ailleurs, à l'origine, le secteur minier du Burkina Faso reposait sur un équilibre modeste. Or, manganèse et quelques métaux industriels constituaient l'essentiel des recettes sans jamais dépasser un plafond structurel prévisible.
Le basculement intervient lorsque la première estimation du gisement de Somgandé établit une base de 12 millions de carats, chiffre qui pulvérise tous les repères historiques du pays. Cette donnée n'est pas un simple volume. Elle crée un écart inédit entre l'économie d'hier et celle que les projections redessinent aujourd'hui. Elle indique que l'offre minérale nationale pourrait entrer dans une catégorie où les marges financières deviennent structurellement supérieures. Le deuxième point chiffré concerne la valeur brute, estimée à 92 milliards de dollars, un montant qui reconfigure instantanément la hiérarchie économique ouest-africaine. Ce nombre exprime bien plus qu'une opportunité, il redéfinit les paramètres budgétaires possibles en quelques années seulement. Il impose également une révision complète des plans nationaux d'infrastructure, tant l'amplitude économique dépasse les cadres existants. Cette estimation crée un effet de tension car elle attire simultanément investisseurs, diplomates et analystes sécuritaires. Le troisième indicateur est la densité minérale, évaluée à 45% des réserves mondiales connues, un pourcentage sans précédent dans un seul site géologique. Ce ratio évoque une puissance économique potentielle capable d'influencer les chaînes de valeur mondiales. Il révèle surtout un rapport de force nouveau entre pays producteurs traditionnels et nouvel entrant exceptionnel. Cette densité implique un niveau d'enjeu géopolitique rarement observé dans un contexte aussi resserré. Ces trois chiffres, volume, valeur, densité, ne fonctionnent pas isolément, mais comme trois leviers qui se renforcent mutuellement. Le premier augmente la profondeur économique, le second amplifie l'attractivité internationale, le troisième élève le niveau stratégique et diplomatique à un seuil supérieur. En les combinant, Somgandé passe du statut de simple gisement à celui d'acteur potentiel dans les équilibres mondiaux. Mais au-delà des chiffres bruts, leur dynamique projette une transformation systémique. Les ministères recalculent les courbes de recettes à moyen terme. Les économistes locaux modélisent des scénarios où les dépenses sociales pourraient croître sans creuser les déficits. Les institutions régionales s'interrogent déjà sur l'évolution des rapports de force financiers au Sahel. Les partenaires internationaux évaluent comment cette nouvelle carte minière pourrait affecter les contrats de long terme. Chaque estimation technico-économique ouvre un faisceau d'implications plus large que prévu. Parallèlement, ces données imposent une vigilance accrue. Une richesse aussi concentrée peut attirer des mouvements spéculatifs déstabilisants. Elle peut inciter certains acteurs étrangers à multiplier les offres sous couvert de coopération. Elle peut aussi créer une pression interne si la population attend des bénéfices immédiats. Les experts nous rappellent qu'un excès de promesses peut devenir un facteur de tension structurelle. La force de Somgandé ne réside pas seulement dans les chiffres eux-mêmes, mais dans l'écart massif qu'il crée avec le passé récent. Cet écart, s'il n'est pas maîtrisé, peut devenir un terrain fertile pour les dérives politiques et les rivalités extérieures. Mais s'il est encadré avec précision, il peut constituer un pilier de stabilité et de transformation durable pour le Burkina Faso. Deux courants d'analyse s'affrontent depuis l'annonce de Somgandé, chacun s'appuyant sur des arguments solides et des précédents internationaux. Le premier défend une ouverture rapide. Selon cette ligne, coopérer avec des entreprises majeures permettrait d'accélérer la montée en puissance économique du Burkina Faso. Les partisans rappellent que certains pays comme le Botswana ont réussi à transformer leur secteur minier en moteur national grâce à des partenariats structurés. Ils affirment que la technologie d'extraction, les capacités logistiques et la puissance financière des investisseurs étrangers raccourciraient considérablement le délai entre la découverte et les bénéfices concrets pour la population. Pour eux, retarder cette coopération, c'est immobiliser une richesse capable de financer routes, hôpitaux, formations et infrastructures urgentes, alors même que la demande mondiale de diamants reste forte. Le second courant adopte une position beaucoup plus prudente. Ses défenseurs rappellent les risques documentés de la malédiction des ressources, où une ouverture trop rapide déclenche effets pervers. Corruption, dépendance économique, fragmentation politique et perte de contrôle sur les revenus. Il souligne que les pressions simultanées de Pékin, Washington, Paris ou Moscou montrent bien à quel point Somgandé est devenu un objet géopolitique avant d'être un projet minier. Selon cette approche, céder au tempo des grandes puissances reviendrait à laisser des acteurs extérieurs définir le calendrier, les priorités et les conditions d'exploitation du diamant.
Il considère qu'un cadastre national encore fragile nécessite d'abord un cadre légal solide, capable d'absorber un choc économique d'une telle ampleur. Face à ces deux positions, la réponse la plus cohérente s'appuie sur les données déjà établies. Les 12 millions de carats, la valeur estimée à 92 milliards de dollars et la densité représentant 45% des réserves mondiales transforment Somgandé en levier stratégique, pas en simple opportunité économique. Cette réalité impose un équilibre. Avancer suffisamment vite pour éviter l'instabilité interne créée par l'attente, mais suffisamment lentement pour ne pas perdre l'avantage structurel offert par la découverte. Autrement dit, refuser l'ouverture totale comme le verrouillage complet, et construire une trajectoire intermédiaire où chaque décision s'ancre dans la souveraineté, la transparence et le contrôle du rythme. Une bascule silencieuse apparaît. Elle intervient lorsque les premières discussions internes montrent que Somgandé n'est plus seulement une découverte à gérer, mais un pivot qui redéfinit l'identité politique du pays. Ce tournant se manifeste discrètement, presque en marge des annonces officielles, lorsque plusieurs conseillers constatent que les pressions étrangères ne portent plus seulement sur l'exploitation, mais sur la gouvernance même du processus. Ce glissement transforme le débat. La question n'est plus de savoir si le diamant doit être exploité, mais qui aura la légitimité de décider quand et comment. Dans cette nouvelle configuration, Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un champ de force plus large qu'anticipé. Les signaux diplomatiques se multiplient. Promesses de coopération, suggestions de partenariat, offres d'assistance technique. Autant d'initiatives qui cherchent à influencer subtilement le cadre décisionnel. Ce sont ces mouvements, moins visibles que les grandes déclarations publiques, qui dévoilent la vraie nature du midpoint. Somgandé n'est plus un enjeu économique, mais un test direct de souveraineté. À ce stade, le pays doit choisir entre accepter la logique internationale ou imposer sa propre temporalité stratégique. Cette révélation change la trajectoire du récit. Elle montre que la bataille cruciale ne se joue pas dans la roche, mais dans les rapports de force invisibles qui tentent déjà d'encadrer l'avenir du Burkina Faso. Les premières retombées intérieures se manifestent dans la structuration administrative. Les ministères doivent réorganiser leurs priorités pour intégrer un gisement dont la valeur potentielle dépasse tous les cadres budgétaires existants. Les projections indiquent qu'un afflux massif de revenus pourrait transformer la couverture sanitaire, l'éducation et les infrastructures, mais uniquement si les mécanismes de redistribution sont stabilisés. Cette réorganisation crée une tension productive. L'État doit avancer rapidement tout en évitant les décisions improvisées qui fragiliseraient l'équilibre institutionnel. Dans le secteur privé, les signaux de rupture s'accumulent. Les entreprises locales anticipent une hausse de la demande en logistique, transport, génie civil et services techniques. Les banques nationales réévaluent leur portefeuille en intégrant l'hypothèse d'une croissance accélérée sur 5 à 10 ans. Cependant, ce dynamisme cache un risque. L'économie réelle pourrait se déséquilibrer si les bénéfices restent concentrés dans le secteur minier sans être réinjectés dans les autres segments productifs. Cette possibilité oblige les acteurs économiques à se projeter au-delà de la simple manne minière. À l'échelle de la population, les transformations sont déjà perceptibles. Les zones proches de Somgandé connaissent une pression foncière croissante, provoquant des tensions entre résidents historiques et nouveaux arrivants. Les rumeurs de futurs emplois attirent des milliers de jeunes, créant une migration interne rapide et non planifiée. Ce mouvement entraîne de nouvelles attentes. Beaucoup espèrent une redistribution rapide, ce qui peut devenir une source d'instabilité si les bénéfices tardent. La dynamique sociale devient donc un point de vigilance majeur pour éviter que l'enthousiasme ne se transforme en frustration collective. Dans l'espace ouest-africain, Somgandé agit comme un aimant stratégique. Les États voisins recalculent leurs propres équilibres miniers, craignant que le Burkina Faso ne devienne un pôle d'attraction économique dominant. Les partenaires extérieurs surveillent les réactions du Sahel, car un pays contrôlant près de la moitié des réserves mondiales de diamants pourrait bouleverser les alliances régionales. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. Sa posture influence directement la manière dont les acteurs internationaux calibrent leurs relations futures avec le Burkina Faso. Son refus de céder au tempo imposé par les grandes puissances crée un espace où la souveraineté nationale est clairement affirmée,
mais où la pression géopolitique se fait plus dense. À travers ces 4 dimensions, nationale, économique, sociale et régionale, un même constat s'impose. Somgandé n'est pas un simple gisement, mais un catalyseur qui réarrange simultanément le fonctionnement interne, les perspectives économiques, les dynamiques sociales et les rapports de force extérieurs. Les conséquences dépassent largement la valeur du diamant, elles redéfinissent la place du Burkina Faso dans un environnement mondial en mutation rapide. Dans l'hypothèse la plus probable, le Burkina Faso poursuit sa stratégie prudente, consolidant la gouvernance minière tout en maintenant un contrôle strict sur l'exploitation. Les audits nationaux se structurent, les procédures de transparence se généralisent et les équipes techniques affinent les estimations géologiques afin d'éviter toute décision précipitée. Cette trajectoire offre une croissance modérée mais régulière portée par la confiance interne et par une redistribution progressive des premières recettes générées par les activités périphériques, logistique, formation, infrastructure. L'avantage majeur de ce scénario réside dans la préservation du rythme local. Le pays garde l'initiative et limite l'exposition aux ingérences extérieures. Son inconvénient est clair, l'économie avance lentement, ce qui peut nourrir une impatience sociale dans un contexte où les attentes augmentent déjà. Dans cette version plus dynamique, le Burkina Faso forme un consortium avec plusieurs États du Sahel afin de mutualiser technologies, capacités logistiques et cadres réglementaires. Cette coopération régionale crée un bloc cohérent capable de négocier avec les grandes puissances sans perdre son autonomie. Les investissements étrangers deviennent plus ciblés, les infrastructures régionales se modernisent et les chaînes de valeur minière se densifient. Ce scénario ouvrirait la voie à une montée en puissance économique accélérée, potentiellement doublant le PIB minier en 5 ans. Le risque principal tient à l'équilibre géopolitique. Une alliance régionale forte peut susciter des rivalités, voire des tentatives de déstabilisation par des acteurs externes inquiets de la montée d'un pôle autonome. Dans la projection la plus adverse, la rareté et la valeur exceptionnelle du diamant déclenchent une compétition exacerbée entre puissances étrangères, investisseurs agressifs et groupes d'intérêts locaux. La gouvernance encore en consolidation pourrait alors subir une surcharge institutionnelle. Les tensions sociales s'amplifient si la population estime que les bénéfices tardent ou qu'ils échappent aux circuits nationaux. La pression extérieure s'intensifie sous forme de négociations forcées, de campagnes médiatiques ou de conditionnalités économiques. Ce scénario ouvre la voie à une instabilité politique et à une volatilité financière forte, risquant de ralentir la transformation structurelle amorcée depuis la découverte. Recommandations de lecture stratégique. Pour éviter les dérives et capitaliser sur le potentiel, l'approche la plus robuste consiste à combiner prudence institutionnelle, montée en compétences locales et coopération sélective, en imposant toujours un cadre de souveraineté décisionnelle. La découverte de Somgandé ne transforme pas seulement des tableaux économiques ou des cartes géopolitiques, elle modifie en profondeur la manière dont chaque citoyen peut se projeter dans l'avenir du pays. Dans les quartiers urbains comme dans les zones rurales, une question revient sans cesse. Comment cette richesse peut-elle améliorer concrètement la vie quotidienne ? Les attentes se cristallisent autour de 3 axes: stabilité, opportunité et équité, qui définissent désormais le regard que la population porte sur les décisions à venir. Pour les travailleurs et les jeunes diplômés, Somgandé ouvre un horizon professionnel longtemps jugé inaccessible. La perspective de formation nouvelle en géologie, ingénierie, logistique ou analyse environnementale crée un sentiment d'élan, comme si le pays entrait enfin dans un cycle de compétences et de responsabilités accrues. Mais cette promesse n'aura de sens que si les opportunités sont réparties de façon claire, lisible et durable. Une attente forte émerge donc que les filières naissantes privilégient la main-d'œuvre locale, réduisent le chômage structurel et renforcent les capacités techniques et nationales. Pour les familles, l'enjeu est plus concret encore. Beaucoup espèrent que les futures recettes minières permettront l'amélioration des écoles, l'accès à des soins de qualité et la création d'infrastructures essentielles dans les zones longtemps marginalisées.
Cet espoir s'accompagne pourtant d'une vigilance nouvelle. La population ne veut pas revivre les désillusions déjà observées dans d'autres pays riches en ressources. Elle attend des preuves tangibles, visibles, progressives, qui montrent que l'exploitation de Somgandé bénéficie réellement à l'ensemble du pays. Enfin, pour les acteurs communautaires, associatifs et locaux, cette découverte représente un appel à s'organiser, à défendre les intérêts de leur territoire et à participer aux discussions publiques. Ils réclament une gouvernance transparente, des consultations réelles et un suivi citoyen capable d'éviter les dérives ou les promesses non tenues. Sous ces regards croisés, une certitude apparaît. Somgandé n'aura de sens que s'il devient un moteur partagé et non une richesse distante. Pour transformer Somgandé en levier durable plutôt qu'en source de vulnérabilité, une feuille de route claire s'impose. Elle doit articuler gouvernance, compétences locales et cohérence stratégique, afin que chaque avancée renforce la souveraineté nationale plutôt que de l'éroder. Dans cette perspective, plusieurs étapes structurantes émergent déjà comme indispensables, et elles façonnent la manière dont Ibrahim Traoré souhaite ancrer la décision publique. La première action consiste à instaurer une architecture réglementaire robuste, publication systématique des contrats, audit accessible aux citoyens, procédure indépendante de contrôle environnemental. Cette transparence crée un rempart contre la corruption et rassure à la fois la population et les partenaires futurs. Le pays doit former des géologues, ingénieurs, techniciens, analystes de risques et inspecteurs miniers capables de piloter l'exploitation. Créer des écoles spécialisées et financer des programmes de formation accélérée est essentiel pour réduire la dépendance aux compétences étrangères et stabiliser l'expertise locale. Les premières recettes doivent être orientées vers des projets visibles: routes, hôpitaux, réseaux scolaires et infrastructures régionales. Cette redistribution tangible garantit que la population perçoive directement les bénéfices de Somgandé, consolidant ainsi l'adhésion nationale. Toute collaboration doit se faire sous des conditions strictes: transfert de compétences, participation locale majoritaire et respect d'un cadre souverain. Cette ouverture contrôlée permet d'accéder à la technologie sans céder le contrôle stratégique. Comités locaux, observatoires indépendants et consultations publiques constituent un filet de sécurité. Ils assurent que les engagements pris restent alignés avec les priorités nationales et que les dérives sont identifiées tôt. Avec cette feuille de route, Somgandé devient non pas une promesse fragile, mais une trajectoire maîtrisée où chaque étape protège l'avenir du pays. Au moment où l'écho de Somgandé résonne encore, une image demeure, celle des premières équipes locales, ces géologues et techniciens qui, dans le silence du volcan, ont compris avant tout le monde que le pays venait de franchir un seuil irréversible. Ce sont eux qui ont donné au Burkina Faso son premier repère, un point d'appui solide dans un paysage soudain bouleversé. Et ce repère, désormais, porte la même ambition que la ligne politique voulue par Ibrahim Traoré: avancer sans perdre la maîtrise de son propre récit. Cette découverte n'est plus seulement un fait géologique, ni même un enjeu économique. Elle est devenue une métaphore d'un pays qui se redresse, qui refuse de céder à la peur ou aux pressions, et qui cherche dans chaque décision une forme de dignité collective. Dans les villages, dans les quartiers urbains, dans les écoles et sur les chantiers, l'idée se répand qu'une richesse ne vaut que si elle construit, éclaire et rassemble. Et au cœur de cette histoire, une conviction s'impose. Le Burkina Faso ne se mesure plus à ce qu'il possède, mais à la manière dont il choisit d'en faire un avenir. Au-delà des chiffres, des stratégies et des tensions géopolitiques, Somgandé ouvre une question qui concerne chacun. Comment transformer une richesse rare en un bien commun partagé, plutôt qu'en une promesse fragile soumise au vent extérieur?